Bonjour à tous, donc première vidéo sur la radiographie thoracique. Cette première partie s'intéressera au médiastin et il y en aura une deuxième qui vous parlera du parenchyme pulmonaire et des pathologies visibles en radiographie thoracique. Ce topo il est particulièrement important pour votre CN parce que la radiographie thoracique elle est manipulée de manière continue par tous les professeurs, donc c'est ultra tombable bien sûr, et c'est surtout super important quand vous serez interne parce que ça fait partie des examens qui ne sont pas forcément relus par un radiologue, donc il faut que vous soyez extrêmement autonome pour l'interprétation d'une radiographie thoracique. Les sources sont très nombreuses, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus de temps à sortir cette vidéo. Essentiellement, les données viennent du collège des enseignants de pneumologie, de topos qu'on m'a fait en cours d'interne, d'externe, d'informations que j'ai contrôlées auprès de différents professeurs que j'ai eus en stage. Donc on peut considérer qu'il y a une grosse partie des informations qui vient de la Société française de radiologie, de ses enseignants, des topos de DES, radiologie et compagnie. Et l'essentiel des images proviennent soit d'images de patients de topos antérieurs, soit de Radiopédia et d'Imaios. Alors, tout examen de radiologie ou d'imagerie médicale doit d'abord amener à de l'identitovigilance. Vous devez vous assurer du nom, du prénom et de la date de naissance de votre patient, de la date de réalisation de l'examen, de la latéralité, sachant que les manipulateurs radio doivent faire figurer sur les clichés de radio standard la latéralité de l'examen, et de l'éventuelle existence d'antériorité pour que vous puissiez comparer. Ensuite, avant de vous jeter sur l'interprétation du cliché, vous devez vous assurer de l'existence des critères de qualité. Ceux-ci sont avant tout l'inspiration profonde. Pour cela, vous allez compter le nombre d'arcs antérieurs de côte. Je vous rappelle que les arcs antérieurs de côte sont moins bien visibles que les arcs postérieurs parce que les rayons X proviennent du dos du malade lorsque le cliché est réalisé debout. Donc les arcs antérieurs sont discrets et vous devez en compter au moins 6 pour considérer qu'on est sur une inspiration profonde. Le cliché doit être symétrique, vous allez regarder les têtes claviculaires par rapport à la ligne des épineuses verticales. Si vous avez la même distance entre cette ligne et les têtes claviculaires, le cliché est a priori symétrique. Et vous allez vous assurer du bon dégagement des scapulas par rapport au champ pulmonaire. Vous allez vous assurer que vous visualisiez l'ensemble de la cavité thoracique. Pour cela, vous allez regarder les régions apicales et les cul-de-sac pleuraux latéraux. Et vous allez vérifier l'imprégnation du cliché. Pour cela, vous devez normalement deviner la ligne des épineuses en arrière du massif cardiaque et visualiser la trame bronchovasculaire jusqu'à peu près 1 cm de la paroi thoracique et en arrière de l'ombre cardiaque. Enfin, vous vous assurez que le cliché est réalisé en position debout avec normalement la position de la poche à air gastrique en sous-diaphragmatique gauche. Une fois que vous êtes assuré des critères de qualité, on va pouvoir débuter le topo. Je fais juste une parenthèse pour vous rappeler que le cliché idéal est réalisé donc en position debout, ceci pour minimiser la taille du massif cardiaque. En effet, quand le patient est debout, on va mettre la plaque collée au patient sur le versant antérieur et la source de rayon X en arrière du malade. Comme ça, vous voyez que l'ombre cardiaque est extrêmement proche de la plaque réceptrice et donc va être peu grandie par les rayons X. C'est complètement différent par exemple en réanimation où là on va devoir faire des clichés couchés, où on va glisser la plaque réceptrice en arrière du malade et la source va être amenée en avant de celui-ci, et donc dans ce cas-là l'ombre cardiaque est majorée. Ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la sémiologie. Donc d'abord sur cette fameuse ombre cardiaque qui va venir nous cacher une plus grande partie du parenchyme pulmonaire, il va rendre impossible l'interprétation d'une cardiomégalie, mais aussi parce qu'il va y avoir une redistribution des vaisseaux vers les sommets, puisque le patient est allongé. On ne va plus visualiser la poche à air gastrique, donc on perd une partie des informations sur les organes viscéraux, par exemple les hernies diaphragmatiques, et on va complètement changer l'aspect des épanchements, puisque s'ils sont libres, ils répondent à la gravité, et du coup ils vont se répartir sur l'ensemble du poumon, et on va être beaucoup plus difficile à voir, et c'est particulièrement vrai pour les pneumothorax. Bon. Si je vous présente plusieurs grilles de lecture de la radiologie thoracique, c'est parce qu'il y en a plusieurs, il y a énormément de variantes, et il faut que vous en trouviez une avec laquelle vous soyez à l'aise. D'abord, vous avez la classique spirale, dans laquelle votre regard va tourner autour du cliché de manière centripète.
Vous avez le comparatif dans lequel vous segmentez virtuellement vos régions pulmonaires et vous allez les comparer l'une par rapport à l'autre. Et vous avez la méthode américaine qui est basée sur l'anagramme ABCDE, dans lequel vous allez d'abord regarder airway, les voies aériennes, avec la trachée, la carène et les bronches souches. B pour breathing, vous allez regarder les champs pulmonaires et les comparer l'un par rapport à l'autre à chaque niveau. C pour circulation, où vous allez regarder le médiastin, la taille du cœur et les gros vaisseaux. D pour disability, dans lequel vous allez vous concentrer sur les différentes structures osseuses, la scapula et la clavicule. Et E pour everything else, où vous allez du coup porter attention sur le reste des tissus mous et sur les organes abdominaux en projection. Moi, la méthode que je vais vous présenter, c'est la mienne, donc déjà elle est personnelle. Si jamais vous en avez une avec laquelle vous êtes plus à l'aise, conservez-la. Et le plus important, je dirais, c'est de réussir à rester systématique. Donc je vous propose de commencer par l'analyse des tissus mous. Votre premier réflexe, en particulier chez les femmes, ça va être de localiser les opacités mammaires et le mamelon, qui peut parfois donner un aspect pseudo-nodulaire, puisqu'il est plus dense que la peau. Donc, vous visualisez vos opacités mammaires et vous vous méfiez particulièrement des patientes qui ont des antécédents de mastectomie unilatérale, parce que dans cette situation-là, comme vous avez une perte de symétrie, votre œil va être amené à regarder la zone hyper dense en vous disant « Ah, si c'était une opacité alvéolaire ». Donc, commencez d'abord par vous concentrer sur les régions justement mammaires. Une fois que vous avez identifié vos régions mammaires, vous allez pouvoir faire abstraction du centre du cliché et regarder exclusivement les tissus mous, en particulier la région cervicale, parce que cette région est en communication avec le médiastin et donc l'éventuelle existence d'un pneumomédiastin va pouvoir diffuser dans les régions graisseuses du cou et donc se traduire par un emphysème sous-cutané. Commencez par regarder le cou. Regardez vos deux creux axillaires pour vérifier que vous n'ayez pas de catastrophe type lymphome ou énorme adénomégalie. Et regardez votre abdomen supérieur pour vérifier l'absence de pneumopéritoine notamment. On entre dans le vif du sujet, on va commencer par analyser l'os, parce que l'os, c'est la partie sur laquelle vous êtes généralement, vous la gardez pour la fin, vous êtes le plus fatigué, et du coup vous loupez des choses. Donc on commence par regarder les deux ceintures scapulaires, les deux têtes humérales, les deux scapulas et les clavicules jusqu'à la portion la plus interne de la clavicule. Vous allez regarder ensuite chaque corps vertébraux en vous assurant qu'ils gagnent en hauteur et en largeur au fur et à mesure que vous descendez le long de la colonne vertébrale. Vous allez ensuite regarder rapidement les arcs costaux. Je vous rappelle que les arcs costaux sont obliques en bas et en avant, ce qui veut dire que l'arc postérieur est plus haut sur le cliché que l'arc antérieur, et que l'arc antérieur se termine avec une jonction cartilagineuse sur le sternum, donc il est radio-transparent. On entame maintenant dans l'analyse du médiastin. Alors l'analyse du médiastin, c'est compliqué parce que c'est l'analyse de lignes qui en fait traduisent des interpositions entre des tissus qui absorbent les rayons X de manière différente. Par exemple le poumon et les liquides dans les vaisseaux. Donc chaque ligne dont on va parler ont une réalité anatomique que je vais essayer de vous montrer sur un scanner après. Essayez de les retenir en pensant qu'elles correspondent à une interface. Et retenez l'interface pour pouvoir justement localiser l'anomalie. Donc les principales structures, les principales lignes du médiastin sont les grandes courbures autour du cœur, que sont d'abord la première, l'arrivée du tronc veineux brachiocéphalique droit dans la veine cave supérieure. Vous avez ensuite la veine cave supérieure et ici l'arrivée de la crosse de la zygos. La zygos, c'est une veine qui est paravertébrale droite et qui passe au-dessus de la bronche souche droite pour rejoindre la veine cave supérieure, ce qui fait ce petit renflement. Vous avez ensuite le relief de l'oreillette droite, et à gauche, vous avez la naissance de l'artère sous-clavière gauche, la crosse aortique et le ventricule gauche. Ces différentes lignes-là, donc, si on les reporte sur un scanner, on va être capable de les retrouver, et si on le légende, je vous refais un petit topo d'anatomie pour vous dire que du coup, le tronc brachiocéphalique droit est unique. Vous avez une naissance commune de l'artère carotide commune droite et de l'artère sous-clavière droite du côté droit, tandis qu'à gauche, l'artère carotide commune et l'artère sous-clavière gauche ont une naissance séparée. Ensuite, si vous descendez un petit peu, vous allez trouver la crosse de l'aorte,
la veine cave supérieure, et donc cette fameuse structure veineuse ici, au-dessus de la branche souche droite, qui est l'azygos. Je vous fais juste remarquer, petite parenthèse, que l'azygos ici n'est pas opacifié par rapport au reste des structures vasculaires, parce que le produit de contraste est injecté dans le membre supérieur gauche, et que du coup, la veine azygos, qui elle draine du sang veineux abdominal et paravertébral, ramène du sang qui n'est pas opacifié par le produit de contraste qui est passé par le cœur, qui n'a pas encore eu le temps d'arriver aux organes abdominaux pour remonter ici. Donc c'est normal que la zygos ne soit pas opacifiée quand vous avez une injection au niveau des membres supérieurs. Bon, fin de la parenthèse, on continue. L'aorte thoracique ascendante, l'aorte thoracique descendante, le tronc de l'artère pulmonaire avec la branche gauche et la branche droite, le début du ventricule droit, la racine de l'aorte, l'oreillette gauche avec l'arrivée d'une veine pulmonaire, ventricule droit, ventricule gauche, oreillette droite, veine cave inférieure et le foie. Je vous fais remarquer, petite parenthèse aussi ici, que du coup vos cul-de-sac pleuraux ne se limitent pas uniquement aux cul-de-sac pleuraux latéraux qu'on voit très bien en radiographie thoracique, mais que vous en avez également en antérieur, en postérieur, en paracardiaque et en postérocardiaque. On entame maintenant le gros du sujet avec les différentes lignes médiastinales internes. Alors ces lignes, quelles sont-elles? Elles vont être d'abord les îles pulmonaires. Les îles pulmonaires, ça correspond en fait à la trajectoire des vaisseaux pulmonaires qui confluent en triangle vers le médiastin. Et vous remarquez que le île pulmonaire droit est plus bas que le île pulmonaire gauche. Et ça, c'était déjà visible sur notre image de scanner, puisque quand on reprend notre artère pulmonaire, on voit la branche artérielle gauche avant de voir la branche artérielle droite. Donc nos îles avec une position plus haute du île gauche. On va également noter la taille du cœur par rapport à la taille du thorax, avec un index cardiothoracique normal inférieur à 0,5, inférieur ou égal à 0,5. Et puis on va regarder nos lignes internes au médiastin, avec en premier la ligne para-aortique, qui elle est toujours visible, qui correspond en fait au déroulement de la paroi latérale de l'aorte par les rayons X. Si jamais cette ligne est déviée, élargie, vous allez suspecter une dissection aortique en premier lieu ou un anévrisme de l'aorte ascendante. Ensuite, vous avez deux lignes qui ne sont pas toujours visibles, la ligne de jonction postérieure et la ligne de jonction antérieure. Toutes les deux, elles correspondent à l'accolement des deux poumons en avant ou en arrière du médiastin. Donc, la ligne de jonction postérieure, c'est cette ligne-là, qui est l'accollement postérieur des deux poumons, en arrière de l'œsophage et de la trachée et en avant du rachis. Et donc cette ligne ici correspond à des structures médiastinales postérieures et elle sera élargie ou effacée par des masses médiastinales postérieures. Vous avez en dessous de la ligne de jonction postérieure la ligne de jonction antérieure qui elle se situe généralement sous le plan des clavicules, en avant des structures médiastinales en arrière du sternum et qui sera donc effacée par des masses médiastinales antérieures. Vous avez ici la bande paratrachéale droite, elle est très importante parce qu'elle est relativement facile d'analyse et très informative. En fait, quand vous voyez vos rayons X, vous voyez qu'ici vous avez une structure qui est quasi verticale entre les structures vasculaires, la trachée, le bord droit de la trachée et le rachis, et que du coup cette bande ici est d'analyse assez facile. Si jamais ces structures-là sont élargies par exemple par la présence d'un ganglion, vous le verrez très bien sur la radio de thorax, et donc il faut toujours penser à bien regarder cette petite bande paratrachéale droite à cet endroit-là. D'analyse plus difficile, vous avez la ligne para-azygo-œsophagienne qui correspond en haut à la crosse de l'azygos et en bas à la bordure de l'œsophage thoracique. Cette ligne va être élargie par essentiellement des adénomégalies et puis parfois des tumeurs de l'œsophage. Et pour finir, vous avez les deux lignes paravertébrales qui bordent le rachis et qui du coup sont plus éloignées en bas qu'en haut, puisque je vous rappelle que le rachis a tendance à s'élargir en descendant. Ces lignes, comme elles jouxtent la colonne vertébrale, elles seront élargies en cas de processus médiastinal postérieur. Pour faire un bref bilan au total des différentes tumeurs médiastinales que vous allez pouvoir rencontrer, au premier rang desquelles les adénopathies, quelle que soit la position,
vous pouvez généralement évoquer la présence d'une adénopathie, principalement dans le médiastin moyen. Faudra vous méfier, toutes les tumeurs du médiastin postérieur sont généralement des tumeurs neurogènes ou des métastases osseuses. Vous avez le piège aussi un peu classique du médiastin antéro-supérieur qui est le goitre thyroïdien plongeant, puisque je vous rappelle que les régions cervicales sont en communication avec le médiastin. Et sur le reste, vous devriez retrouver les différentes étiologies du Collège des enseignants de pneumologie sur ce tableau. Voilà, donc à très bientôt pour la suite de ce topo sur les pathologies parenchymateuses en radiographie thoracique.